Le secteur minier au Maroc constitue une composante essentielle de l'économie nationale. En effet, l'existence d'un contexte géologique favorable a permis de développer l'activité minière dans de nombreuses régions du pays et d'y former divers types de gisements métallifères. Ce secteur bonifie le produit intérieur brut ainsi que les exportations à l'international, en plus de favoriser grandement le développement des communautés régionales et rurales. Le Maroc est un pays à vocation minière, non seulement en raison de ses imposantes activités d'extraction de phosphate, mais aussi pour l'exploitation d'autres minerais tels que le zinc, le cuivre, le plomb et le fer. Pour commencer ce chapitre et pour comprendre les intérêts ou bien la définition exacte de la géologie économique, on va traiter par exemple l'évolution du prix du cuivre. Ainsi, cette norme moyenne est la quantité totale de cuivre extraite depuis 1900 jusqu'à maintenant. Au début du siècle dernier, la tonne de cuivre coûtait 7000 €. Jusqu'à 2002, son prix a été divisé par 3 et a baissé jusqu'à 1800 €. Ainsi, son prix a fortement augmenté jusqu'à environ 7000 €. Donc, comment expliquer ces changements et que représente-t-il par rapport à la découverte de gisements, l'extraction de minerais et l'utilisation des métaux par la société? Donc, la réponse à ces questions nous permet de comprendre les bases de la géologie économique. Dans cette partie, on va traiter les facteurs qui influencent la possibilité d'exploitation d'un gisement. En premier lieu, la teneur et le tonnage. Deuxièmement, la nature du minerai. Troisièmement, localisation du gisement. Et en dernier point, les facteurs économiques, politiques et techniques. Intéressons-nous maintenant au détail des évolutions illustrées dans la figure ci-jointe. La baisse du prix du cuivre dans les années 1930 et la diminution de la production du cuivre correspondante coïncident avec la Grande Dépression. L'économie mondiale s'est effondrée. La demande en cuivre a baissé, entraînant immédiatement des répercussions sur le prix. La production du cuivre a augmenté irrégulièrement mais de façon importante pendant les 2 dernières décennies. Cette augmentation a débuté pendant une période de baisse de prix et s'est poursuivie avant 2008 alors que le prix du cuivre a triplé. Depuis, la crise financière a largement réduit la production industrielle, la demande en matières premières et finalement le prix du cuivre. Criticality Index ou indice de criticité, c'est un indice qui considère l'importance de la substance dans une société industrielle. Il est marqué au niveau de la figure, au niveau des axes des abscisses, et le risque de restriction de son offre, marqué au niveau des axes des ordonnées. L'importance d'une substance ne dépend finalement pas tant de la quantité qu'on en utilise, mais de si elle est critique pour certaines utilisations, et de si elle peut être substituée par d'autres matériaux. De son côté, le risque de restriction de l'offre dépend de facteurs comme la possibilité pour un produit d'être produit localement ou la nécessité d'importation, la localisation des sources et la stabilité politique des pays exportateurs. Dans la figure suivante, issue d'une étude similaire menée par la Commission européenne, nous voyons que le nickel est très important pour l'industrie, mais ne comporte pas de risque réel d'approvisionnement dans la mesure où ce métal est produit dans de nombreuses régions du monde. Les terres rares et particulièrement les terres rares lourdes, ainsi que les autres métaux critiques, figurant dans le rectangle en haut à droite, ont de nombreuses utilisations spécifiques pour lesquelles
ils sont difficilement substituables et sont produits dans peu de pays, pas forcément stables politiquement. Pour ces raisons, leur indice de criticité est élevé. Pour qu'un gisement soit exploitable, il faut qu'il contienne plus qu'une concentration minimale et un tonnage minimal d'une valeur marchande. La figure ci-jointe montre de façon très schématique que les gisements sont disposés sur une courbe entre de très petits gisements très riches comme les monocristaux de cuivre et d'immenses gisements de teneur beaucoup plus faibles que forme la Terre entière. La plupart des gisements qui sont à la fois grands et de forte teneur ont été exploités et il reste désormais des gisements petits et à forte teneur et d'autres gisements beaucoup plus grands mais avec de plus faibles teneurs. Dans tout gisement, la teneur du minerai est variable, depuis de petites zones de minerais riches jusqu'à de plus grandes zones avec des teneurs inférieures. Les valeurs présentées dans la figure ci-jointe sont les teneurs moyennes du minerai extrait, mélange de minerais de haute et de basse teneur en métal. La partie du gisement pour laquelle on n'extrait pas le métal est généralement très similaire au minerai duquel le métal est extrait, mais sa concentration en métal est inférieure à un certain seuil. Ce paramètre important est la teneur limite. Inclure ce minerai pauvre au minerai riche extrait serait une opération non rentable. Le coût de l'exploitation minière du minerai pauvre dépasserait la valeur du métal récupéré. Plusieurs autres facteurs influencent fortement la possibilité d'exploitation d'un gisement. Un facteur important est la nature du minerai. Les caractéristiques à prendre en considération sont par exemple le type de minéraux, la taille des grains et la texture du minerai, qui influencent le coût de l'exploitation minière et de la purification du métal. Prenons par exemple les deux principaux types de minerais de nickel, magmatique et latéritique. Dans le minerai magmatique, on exploite des minéraux sulfurés, principalement la pentlandite, alors que dans le minerai latéritique, on exploite la garnierite, qui est une argile, ou la goethite. C'est un hydroxyde de fer. Chaque minerai a ses avantages et ses inconvénients. L'énergie nécessaire pour extraire le minerai de nickel est beaucoup plus importante dans le cas du minerai latéritique. Et c'est un inconvénient majeur dans la période actuelle où le coût de l'énergie augmente. En contrepartie, dans le cas du minerai magmatique, la purification du nickel à partir de minerais sulfurés produit de grandes quantités de soufre dont seule une partie est vendue. Le reste constitue un polluant et un déchet toxique qui doit être éliminé. Selon les pressions politiques et économiques sur l'utilisation de l'énergie et sur l'élimination des déchets, l'un ou l'autre des types de gisements est privilégié. La taille des grains et la dureté du minerai influencent le coût de son broyage en fine poudre. Cette opération est généralement nécessaire pour les purifications en raffinerie ou en fonderie. La localisation géologique est également un paramètre important. Le plus grand gisement de nickel que nous connaissons est au centre de la Terre. Le noyau contient 10 à la puissance 19 tonnes de nickel métal, mais il est évidemment totalement inaccessible. La profondeur d'un gisement a une influence majeure sur le coût d'exploitation. Un gisement peu profond peut être exploité dans une mine à ciel ouvert, qui est une alternative bien moins onéreuse que l'exploitation d'une mine souterraine, nécessaire pour les gisements plus profonds. D'autre part, la nature du minerai peut être importante pour son coût d'exploitation. Les minerais sédimentaires friables et peu résistants sont creusés plus facilement que les roches magmatiques plus dures. Enfin, un corps minéralisé compact et regroupé est beaucoup plus facile à exploiter qu'un corps minéralisé discontinu et entrecoupé de failles.
Le gisement de platine au sud de l'Afrique apporte une illustration intéressante. Les gisements de platine de l'intrusion de Bushveld, Afrique du Sud, sont formés de couches quasi continues, qui rend l'exploitation prévisible et très efficace. Au contraire, les gisements situés dans une autre intrusion, le Great Dyke de Zimbabwe, même s'ils ont des teneurs équivalentes, sont tellement irréguliers et découpés par des failles que leur exploitation est rendue très difficile. Le déséquilibre politique et la fragilisation de l'économie du pays rendent toute exploitation encore plus difficile. Le développement technologique a une influence positive sur les exploitations minières. C'est grâce à l'amélioration des techniques d'extraction et de purification que nous sommes capables d'exploiter des minerais de cuivre de moins en moins concentrés comme nous l'avons illustré en début de chapitre. Un autre exemple marquant est le retour en activité des mines d'or en Australie. Les minerais de la région Coolgardie-Kalgoorlie ont été découverts en 1892. Et au début, l'exploitation n'a porté que sur l'or alluvial. L'exploitation s'est poursuivie au début du XXe siècle par la création des mines souterraines. D'un point de vue géochimique, les terres rares font partie des éléments incompatibles, ce qui signifie qu'elles sont concentrées dans les liquides silicatés évolués résiduels après cristallisation fractionnée d'un magma. Elles sont présentes en abondance dans les pegmatites et dans les carbonatites. Ce sont des roches magmatiques composées de minéraux carbonatés et de peu de silicates. Roches dont elles sont extraites. Donc les carbonatites qui proviennent de la cristallisation d'un magma riche en carbonate sont des roches assez rares. Les gisements de terres rares dans des carbonatites sont donc également assez exceptionnels. La Chine produit actuellement la quasi-totalité des terres rares mondiales et exerce un contrôle sur le commerce de ces ressources. La projection sur l'exploitation future des terres rares nécessite de considérer séparément les courts, moyens et long termes et de distinguer les terres rares. Actuellement, le lithium est extrait de deux types de gisements, premièrement des pegmatites, où le lithium est contenu dans le spodumène, qui est un silicate dont la composition ressemble à celle d'un pyroxène. Deuxièmement, des sédiments évaporitiques et de l'eau de certains lacs d'altitude, où le lithium est contenu dans des carbonates. Par le passé, la production s'est consacrée essentiellement au gisement de spodumène, mais depuis elle a été largement dépassée par l'exploitation de la seconde source qui nécessite moins d'énergie pour extraire le métal. Actuellement, environ 75% des réserves mondiales de lithium sont en Amérique du Sud, sur l'altiplano, au niveau des Indes. Ce sont des vastes plateaux d'altitude qui s'étendent essentiellement en Bolivie, en Argentine et en Chili. Plusieurs facteurs entraînent l'évaporation rapide des eaux de pluie sur l'altiplano. On distingue l'altitude élevée, le vent violent et le climat aride. Le climat très sec de l'altiplano lui permet d'avoir un ciel parmi les moins nébuleux du monde. C'est ce critère qui a entraîné le choix de cette région pour l'installation de plusieurs télescopes parmi les plus performants. C'est un processus naturel. On n'a pas d'agents chimiques qui interviennent. C'est un processus physique et chimique. L'eau s'évapore et ce que nous obtenons, ce sont ces sels. La population mondiale augmente et comme les pays en voie de développement aspirent à vivre comme les pays développés, ce qui entraînera une demande croissante en métaux. Si les tendances qui ont persisté au cours du siècle dernier se confirment, les améliorations des techniques d'extraction et de purification permettront l'extraction des métaux dans des gisements dont les minerais auront de plus faibles teneurs qu'actuellement, ou bien dans des gisements situés dans des régions plus hostiles, plus reculées ou plus profondes.
Le drainage des gisements sous-marins, comme les nodules polymétalliques du plancher océanique, pourra constituer une immense source supplémentaire en nickel, en cobalt, en zinc et en magnésium. Et l'exploitation des gisements également sous-marins de sulfure exhalatif récents pourra procurer du zinc, du cuivre, du plomb et d'autres métaux. Les réserves connues sont suffisantes pour satisfaire la consommation mondiale en la plupart des métaux pour les quelques décennies à venir. Aujourd'hui, et très probablement pendant la première moitié du XXe siècle, les entreprises d'exploration nationale et internationale vont continuer à mener des explorations pour trouver de nouveaux gisements. Elles seront très souvent assistées par les instituts géologiques nationaux. L'objectif de la plupart des compagnies est de trouver de meilleurs gisements, c'est-à-dire des gisements avec des teneurs assez élevées et un contexte géologique qui permet d'extraire facilement et efficacement le minerai. La course au profit est le moteur de la prospection, la raison d'être d'une compagnie privée, mais d'autres facteurs entrent en jeu. L'exploitation d'un grand gisement de faible teneur implique l'évacuation d'immenses volumes de roches qui nécessitent d'immenses quantités d'énergie, d'eau et d'autres ressources. Les déchets doivent être traités ou conservés. Ça veut dire l'exploitation d'un minerai riche a moins d'impact sur l'environnement que l'exploitation d'un minerai pauvre. Les conséquences environnementales de l'activité minière sont désormais prises en compte dans les projets de développement d'exploitation. Les techniques utilisées dans la recherche de nouveaux gisements évoluent-elles aussi très rapidement, avec une dépendance accrue pour la télédétection et les méthodes de prospection géophysique. Ces derniers permettent de trouver des gisements invisibles en surface, car cachés par des couches de sédiments, des alluvions ou un sol tropical profond. Le fonctionnement des compagnies les plus importantes change, mais lors des dernières années, elles ont tendance à abandonner l'exploration et la recherche de gisements, sous-traitant cette activité à de petites entreprises spécialisées et à des universitaires. Cependant, quel que soit le niveau où ils interviennent, les géologues seront toujours nécessaires au développement industriel. De nombreux gisements sont situés dans des pays moins développés, avec des normes environnementales moindres. Est-ce que les pays développés ont le droit d'attendre que les autres pays extraient leur cuivre alors qu'ils ne sont pas disposés à exploiter leurs propres métaux d'une manière acceptable pour l'environnement? Si un pays n'accepte pas ce défi, a-t-il le droit d'utiliser le cuivre ou les terres rares, extraits d'ailleurs? Pour les métaux de base, leur extraction massive permet aux pays en voie de développement de bâtir leur infrastructure. Ainsi, les pénuries de ressources seront en augmentation et ces questions deviendront de plus en plus cruciales. Merci.